Je m'appelle Kiran, j'ai 30 ans. La semaine dernière encore, alors que je travaillais jusque tard dans la nuit à mon bureau, ma propre famille a publié une photo célébrant leurs vacances de luxe, me qualifiant publiquement de poids mort de la famille, au milieu d'une cabane en bord de mer que j'avais secrètement payée. Mon père Harry et mon frère a écrit qu'ils étaient enfin libérés de mon fardeau. Ils se sont moqués de moi pour un petit échec financier que j'ai subi au début de la vingtaine. Mais il y avait une chose qu'ils ignoraient. Je ne payais pas seulement leur voyage grâce à une vague relation d'entreprise. Je suis le propriétaire de tout le complexe hôtelier de luxe où ils séjournaient. Et alors qu'il est, ils font face à un énorme procès, complètement exclus de leur style de vie et implorant mon pardon. Avant que je vous raconte exactement ce qui s'est passé, cliquez sur le bouton j'aime si vous croyez en la justice. Et n'oubliez pas de me dire d'où vous regardez dans les commentaires. Maintenant, revenons là où tout a commencé. La notification est apparue sur mon téléphone à 23h47 précise. Elle a tranché le silence de plomb de mon bureau comme une lame de rasoir. J'étais assis dans mon bureau Penthouse à Manhattan, 40 étages au-dessus de la ville endormie, fixant sans vraiment les voir les rapports de revenus trimestriels pour Obsidian Hospitality Group. Mes yeux brûlaient à cause du reflet agressif de l'écran. Ma troisième tasse d'espresso était devenue complètement froide depuis des heures, et la seule lumière dans la vaste pièce provenait de la lueur de 3 moniteurs massifs et de la ligne d'horizon scintillante de la ville derrière mes baies vitrées allant du sol au plafond. J'étais épuisé, physiquement et mentalement. Gérer un immense empire immobilier commercial a un coup brutal sur votre corps, votre esprit et votre vie personnelle. Je venais de passer les 14 dernières heures enfermé dans une salle de conseil avec une équipe d'avocats d'entreprise, évitant de justesse un procès frivole d'un ancien sous-traitant, et tout ce que je voulais, c'était dormir pendant une semaine. Puis, l'écran de mon téléphone portable personnel s'est allumé sur le bureau en acajou. C'était une alerte Instagram. Declan vous a identifié dans une publication. J'ai hésité. Mon pouce planait nerveusement au-dessus du verre lumineux. Habituellement, j'ignorais complètement la présence de ma famille sur les réseaux sociaux. Au cours des 3 dernières années, parcourir leur fil d'actualité n'était qu'un exercice de pur masochisme. C'était un catalogue numérique, soigneusement organisé, de dîners d'anniversaire auxquels je n'étais commodément pas invité, de rassemblements de vacances où ma présence était étrangement oubliée, et de discussions de groupe où mon numéro n'était jamais ajouté. Cela a ravivé des souvenirs de l'enterrement de mon oncle l'année dernière, où on m'a dit de m'asseoir au dernier rang pendant que Declan et Fiona se tenaient à l'avant, jouant les parfaits petits-enfants endeuillés. Je me suis souvenu de la terrible bataille pour la garde que ma cousine a traversée, où mes parents ont aveuglément pris le parti de l'agresseur, simplement parce qu'il avait un salaire plus élevé et conduisait une plus belle voiture. Ma famille respectait l'argent et le statut par-dessus tout. Il leur vouait un culte. Mais ce soir-là, l'épuisement total lié à la finalisation d'une fusion immobilière majeure avait considérablement affaibli mes défenses mentales. Je me suis dit que ce n'était qu'une photo. J'ai cliqué sur la notification. Je m'attendais sincèrement à une autre photo de famille générique. Peut-être un cliché d'eux assis dans un restaurant de grillades haut de gamme en banlieue, ayant l'air incroyablement heureux et totalement insouciant face au train-train quotidien de l'entreprise qui consumait chaque heure de ma vie. Je m'attendais à les voir prétendre être de la vieille fortune, mais cette photo m'a piqué bien plus que d'habitude. La douleur a été immédiate et aiguë. L'image a rempli mon écran de couleurs vives et éclatantes, fortement saturées des bleus et des ors éblouissants d'un coucher de soleil caribéen. Elle montrait toute ma famille, se prélassant paresseusement au bord d'une piscine à débordement immaculé. L'eau cristalline se fondait parfaitement avec l'horizon de l'océan derrière eux, créant une illusion de luxe infini. Mes parents, Harrison et Geneviève, étaient assis en plein centre. Ils portaient des peignoirs de villégiature blanc assortis qui, je le savais pertinemment, se vendaient $300 pièce dans la boutique de l'hôtel. Ils avaient l'air profondément détendus, très bronzés, et tenaient des flûtes en cristal de champagne coûteux. À leur gauche se trouvait ma sœur aînée, Fiona, appuyée contre son mari, Gareth. Tous deux affichaient des sourires parfaits et insouciants. Et puis il y avait mon jeune frère, Declan, le favori absolu de la famille. Il posait au premier plan en maillot de bain de créateur, levant son verre vers l'appareil photo comme s'il venait de conquérir le monde entier. Mais ce n'étaient pas les personnes qui m'ont coupé le souffle. C'étaient les détails spécifiques de l'arrière-plan. J'ai immédiatement reconnu les chaises longues en tex sculpté à la main qui bordaient le bord de l'eau. J'ai reconnu le carrelage en calcaire italien importé qui recouvrait l'immense terrasse de la piscine.
J'ai reconnu la bouteille de champagne exacte posée dans le seau à glace en argent sur la table d'appoint. C'était un Krug Vintage Brut 2008. Ils étaient à l'Obsidian Grand Cayman, mon complexe hôtelier, le joyau incontesté de mon portefeuille immobilier commercial. J'avais personnellement approuvé la conception architecturale de cette terrasse de piscine spécifique. J'avais signé les énormes bons de commande pour ces chaises en teck sur mesure lors d'une réunion à Milan. Je savais exactement combien coûtait cette bouteille de Krug, car j'avais personnellement fixé les prix du menu pour l'ensemble du département de la restauration du complexe. Ma poitrine s'est serrée douloureusement alors que mes yeux descendaient pour lire la légende que Declan avait écrite sous la photo. Le soleil, le sable et le vrai succès. Vivre enfin le voyage de rêve absolu sans le poids mort qui nous tire vers le bas. Parfois, il faut vraiment éliminer le superflu pour voler haut. Éliminer le superflu success familial passe de profiteur béni, poids mort. Ces deux mots semblaient pulser sur mon écran avec une lueur radioactive et toxique. Ce n'était pas juste une insulte désinvolte lancée dans le feu de l'action. C'était une étiquette spécifique et délibérée qu'ils m'avaient collée sur le front des années auparavant. Apparemment, c'était une étiquette qu'ils utilisaient encore joyeusement quand ils pensaient que je n'écoutais pas. Ils buvaient mon champagne millésimé, dormaient dans mes suites de luxe face à l'océan, et nageaient dans ma piscine à débordement, tout en célébrant publiquement leur libération du profiteur de la famille. L'ironie pure de la situation était si tranchante qu'elle aurait presque pu faire couler le sang de mes veines. J'ai zoomé sur la photo. Le sourire de Declan était triomphant et dégoulinait d'une arrogance imméritée. Il ressemblait exactement à un homme qui avait remporté une grande victoire, durement gagnée, contre un ennemi encombrant. Et cet ennemi, c'était moi. J'étais le superflu qu'il devait éliminer. J'ai fixé le hashtag passe de profiteur. Et une prise de conscience froide et lourde a commencé à s'installer au plus profond de mon estomac. Pour vraiment comprendre pourquoi cette phrase spécifique a déclenché une réaction si violente et viscérale dans ma poitrine, nous devons remonter le temps de 8 ans exactement. J'avais 22 ans, fraîchement diplômé d'une bonne école de commerce public et débordant d'un optimisme juvénile naïf. Alors que l'intégralité des frais de scolarité de Declan avaient été payés par mes parents, j'avais travaillé de nuit comme agent de sécurité pour payer les miens. J'avais passé des mois à chercher agressivement des biens immobiliers en difficulté et j'avais finalement trouvé une chambre d'hôte délabrée et abandonnée dans le nord de l'État de New York qui se vendait pour une bouchée de pain lors d'une vente aux enchères pour saisie. J'avais un plan d'affaires solide comme le roc, une stratégie de rénovation complète, et un désir brûlant de construire quelque chose de significatif de mes propres mains. Je voulais prouver à mon père que je pouvais être aussi prospère que les gens qui l'idolâtraient. Mais après avoir vidé mes maigres économies pour l'achat initial et les réparations structurelles, il me manquait la compte finale pour les licences d'exploitation et l'ameublement intérieur. J'avais besoin d'un prêt relais, juste une petite injection de liquidité pour ouvrir mes portes. Je suis allé voir mon père, Harrison. J'ai ravalé mon immense fierté, je suis allé chez lui en voiture, et je lui ai demandé un prêt personnel d'exactement $5 000. Juste $5 000. J'avais même demandé à un ami avocat en immobilier de rédiger des documents juridiques en béton armé promettant de le rembourser avec un taux d'intérêt de 10% en moins de 2 ans. Je voulais que tout soit complètement professionnel. Il m'a donné l'argent, mais il s'est assuré que je le paie d'abord avec mon sang. Il m'a convoqué dans son bureau lambrissé de bois sombre. La pièce sentait toujours fortement les cigares bon marché et son parfum envahissant. Il m'a fait une conférence brutale et humiliante de 3 heures. Il m'a dit que je délirais complètement. Il m'a dit que l'industrie hôtelière était un énorme trou noir pour le capital et que je manquais de l'intelligence fondamentale pour diriger une entreprise. Il a regardé mon plan d'affaires méticuleusement documenté, l'a jeté sur son bureau, et m'a ri directement au nez. Il m'a dit que je devrais simplement me contenter d'un salaire médiocre dans un travail de bureau. Mais finalement, il a signé le chèque, le faisant glisser sur le bureau comme s'il nourrissait un chien errant. 6 mois plus tard, une crue centennale historique a frappé la région. L'eau est montée plus vite que quiconque aurait pu le prévoir. Le sous-sol de ma propriété fraîchement rénovée a été complètement inondé en quelques heures. L'eau boueuse, épaisse et toxique, a détruit les fondations structurelles et a complètement grillé tout le système électrique avant même que j'aie pu ouvrir les portes à un seul client payant. Ma police d'assurance immobilière commerciale avait une clause spécifique pour les inondations qui n'était pas encore pleinement entrée en vigueur en raison d'un retard bureaucratique. J'ai absolument tout perdu. Tout mon investissement, mon temps, ma sueur, mon rêve, partis en une seule nuit. Ce dîner de Thanksgiving, un mois après l'inondation,
a été indéniablement le pire jour de toute ma vie. L'odeur de la dinde rôtie, de la farce à la sauge, et de la sauce au canneberge trop sucrée me donne encore violemment la nausée aujourd'hui. Mon père était assis en bout de la grande table à manger, portant son pull en cachemire coûteux. Il a soigneusement découpé la dinde, a posé le couteau sur le plat en argent, s'est essuyé les mains sur une serviette en lin, puis a entrepris de tailler en pièces ma dignité devant toute la famille élargie. Voilà exactement ce qui arrive quand on refuse d'écouter les gens qui savent comment le monde réel fonctionne, a dit Harrison. Sa voix était tonitruante, autoritaire, et assez forte pour que les voisins d'en face l'entendent clairement à travers les fenêtres. Tu as pris mon salaire durement gagné et tu l'as jeté directement dans un véritable marécage. Tu n'es qu'un poids mort, Kiran. Tu tires toute cette famille vers le bas avec tes stupides fantasmes d'enfant. Regarde ton frère de clan. Il est stagiaire dans une grande agence de marketing. Il contribue à la société. Regarde Fiona. Elle a épousé Gareth, un homme avec un solide plan de retraite, une vraie carrière, et une promotion récente. Toi, tu ne fais que prendre. Tu es un gouffre financier. J'étais assis là, fixant mon assiette vide, sentant mon visage brûler d'un mélange toxique de honte profonde et de colère bouillonnante. J'attendais que quelqu'un, n'importe qui, prenne ma défense. J'ai regardé ma mère. Au lieu de défendre son fils, Geneviève a poussé un lourd soupir dramatique et a pris une longue gorgée de son vin rouge coûteux. C'est tout simplement épuisant, Kiran. Nous sommes constamment inquiets pour ton instabilité financière. Cela draine notre énergie émotionnelle. Et si nous avions besoin de cet argent pour notre retraite? Tu es égoïste. Fiona est intervenue de l'autre côté de la table. Sa voix dégoulinait de fausse sympathie et de condescendance. Tu devrais vraiment te trouver un travail normal chez Walmart ou quelque chose comme ça, Kiran. Au moins, c'est un salaire stable et ils offrent une assurance maladie. Tu ne peux pas continuer à vivre dans ton monde imaginaire pendant que le reste d'entre nous travaille vraiment pour gagner sa vie. Declan m'a juste souri d'un air narquois par-dessus sa montagne de purée de pommes de terre. Il n'a pas dit un seul mot, mais ses yeux sombres criaient la victoire absolue. L'enfant prodige avait gagné la compétition tacite. Le bouc émissaire de la famille était officiellement marqué et cimenté dans son rôle. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas crié ni jeté mon assiette contre le mur, même si chaque fibre de mon être en avait envie. Je me suis simplement levé, j'ai posé ma serviette sur la table, je suis sorti par la porte d'entrée dans l'air glacial de novembre, et j'ai ramené ma berline déglinguée à mon minuscule appartement glacial en ville. J'ai remboursé mon père. Ça m'a pris 3 années exténuantes à cumuler 2 emplois épuisants, déchargeant des camions dans un entrepôt le jour, et faisant de la comptabilité en freelance la nuit. Je ne mangeais que des nouilles instantanées et je vivais dans un studio de la taille d'un placard avec un radiateur qui fonctionnait à peine. Mais j'ai remboursé chaque centime de ce prêt, plus les 10% d'intérêt, exactement à temps. Je lui ai envoyé un chèque de banque certifié. Il n'a même jamais appelé pour me remercier, mais l'étiquette est restée collée en permanence. Pour eux, j'étais pour toujours le rêveur qui avait misérablement échoué. J'étais un passif financier ambulant. Même lorsque j'ai finalement réorienté ma stratégie commerciale, que j'ai commencé à acheter des propriétés commerciales en grande difficulté avec des prêts privés, et que j'ai lentement commencé à réaliser des bénéfices massifs, j'ai fait le choix conscient et délibéré de ne plus rien leur dire de ma vie. Quand j'ai conclu mon premier contrat immobilier de plusieurs millions de dollars, j'ai célébré complètement seul dans mon bureau. Quand ma société holding, Obsidian Hospitality, a acquis sa 10e propriété de luxe, je n'ai pas appelé ma mère pour partager la nouvelle. Quand ma valeur nette a dépassé les rêves les plus fous de mon père, j'ai gardé la bouche complètement fermée. Pourquoi? Parce que je savais exactement comment leurs esprits fonctionnaient. Si j'avais ne serait-ce que laissé entendre que les affaires marchaient bien et que j'étais riche, ils auraient instantanément supposé que je mentais pour sauver la face. Ou pire, mon père se serait attribué tout le mérite avec suffisance, affirmant que son amour vache lors de ce dîner de Thanksgiving était ce qui m'avait motivé à réussir. Il aurait dit que je lui devais mon succès. Alors, je les ai délibérément laissés croire exactement ce qu'ils voulaient croire. Je les ai laissés croire que j'étais un responsable logistique de niveau intermédiaire qui avait du mal à joindre les deux bouts, terrifié à l'idée d'être licencié. C'était simplement plus facile. Cela maintenait leurs attentes financières basses et leur jugement étouffant complètement silencieux. Du moins, c'est ce que je pensais bêtement. L'arrangement de gratuité VIP a commencé il y a environ 2 ans.
Malgré les années de violence psychologique, malgré le favoritisme évident, une partie pathétique de moi voulait encore désespérément être un bon fils. Je voulais faire quelque chose d'incroyablement gentil pour eux, une manière discrète de partager une fraction de mon immense succès sans déclencher leurs insécurités profondes ou leur cupidité sans fond. Je voulais qu'ils fassent l'expérience du luxe que j'avais bâti, même s'ils ne savaient pas que c'était moi qui l'avais bâti. Je leur ai dit que j'avais un ami personnel très proche qui travaillait très haut placé dans les réservations d'entreprises pour une grande chaîne d'hôtels de luxe. Je leur ai dit que ce puissant ami me devait d'énormes faveurs personnelles depuis l'université. Mon ami peut vous obtenir une suite gratuite quelques fois par an, avais-je dit à Fiona juste avant qu'elle ne commence à planifier son extravagant voyage pour son 10e anniversaire de mariage. Ne le mentionnez simplement pas à la réception lorsque vous vous enregistrez. C'est un code d'entreprise interne très restreint. Gardez le silence ou mon ami pourrait avoir des ennuis. Ils ont accepté l'offre sans la moindre hésitation. Ils n'ont jamais demandé qui était ce mystérieux ami. Ils n'ont jamais remis en question comment un responsable logistique supposément fauché et en difficulté pouvait avoir des relations aussi incroyablement puissantes dans l'industrie. Ils n'ont jamais demandé pourquoi les hôtels étaient toujours sous la marque Obsidian. Ils ont juste pris avec empressement les chambres de luxe gratuites, les surclassements massifs ensuite, le champagne importé coûteux, et les repas 5 étoiles. Pendant 2 années entières, j'avais secrètement subventionné leur style de vie incroyablement luxueux et faussement riche. Quand ils se vantaient auprès de leurs amis du country club de leurs vacances exotiques, ils se vantaient avec mon argent. Je payais la note de leur arrogance, complètement inconscient qu'ils utilisaient les cadeaux mêmes que je leur offrais pour se moquer de ma supposée pauvreté. J'ai été violemment arraché à mes douloureux souvenirs par un autre bourdonnement soudain et aigu de mon téléphone posé sur le lourd bureau. C'était un message texte direct de Nadia, ma brillante assistante de direction, qui était apparemment encore réveillée et travaillait aussi dur que moi. Monsieur Kiran, je m'excuse pour l'heure tardive, mais j'ai une demande extrêmement urgente de l'équipe de gestion de la propriété de Grand Cayman. Le groupe Harrison, qui occupe actuellement la suite présidentielle, demande une prolongation de 4 jours de leur séjour. De plus, ils exigent de réserver le forfait Spa Royal pour 5 personnes demain matin. Ce forfait spécifique nécessite une privatisation complète de l'installation principale du spa pendant 4 heures solides, ce qui signifie que nous devons annuler d'autres clients payants. L'estimation totale des coûts accessoires pour cette demande s'élève à environ 12 000 $. Voulez-vous que j'approuve manuellement le code de dérogation de gratuité VIP pour cela? J'ai fixé le message texte lumineux sur mon écran, abasourdi. 12 000 $. En plus de la facture astronomique qu'ils avaient déjà accumulée au cours des 5 derniers jours. J'ai affiché le dossier central des clients sur mon 2e moniteur massif. En tant que seul propriétaire et PDG de l'entreprise, j'avais un accès exclusif au tableau de bord du propriétaire, un niveau d'autorisation système suprême, plus élevé même que celui des directeurs généraux régionaux. J'ai consulté leur folio actuel et j'ai déroulé la liste détaillée. Clients, Harrison et famille. Chambre, la suite présidentielle Obsidian, vue sur l'océan. Code tarifaire, Proprio 00001. Coût, 0 $. Couverture des frais accessoires, gratuité totale. Ils étaient au complexe depuis exactement 5 jours. J'ai regardé les frais ligne par ligne. Ils avaient commandé un service en chambre premium pour presque chaque repas, accumulant des milliers de dollars en bœuf wagyu et en caviar importé. Ils avaient réservé la location privée du catamaran de luxe pour tout un après-midi, avec un chef privé. Ils avaient absolument pillé le minibar premium quotidiennement, buvant des bouteilles d'eau à 50 $. J'ai fait le calcul mental instantanément. Le tarif standard pour la suite présidentielle en haute saison était de 5 500 $ la nuit. La location du catamaran privé était de 2500 $. La facture de nourriture et de boissons approchait rapidement les 8 000 $. Ils vivaient comme des rois absolus aux frais de l'homme même qu'ils dénigraient publiquement sur Internet. Ils n'étaient pas seulement profondément ingrats. Ils utilisaient ma propre générosité comme une arme pour se moquer de moi. Ils utilisaient mon succès comme une scène pour jouer leur propre supériorité. Je suis retourné à la publication Instagram sur mon téléphone. Elle était en ligne depuis près de 3 heures et la boucle de validation familiale battait son plein, de manière écœurante. J'ai fait défiler jusqu'à la section des commentaires. C'est toujours là que se cache la vérité absolue. Pas dans la légende soigneusement élaborée, mais dans les coins sombres et sans surveillance où les gens y répondent. Gareth, mon beau-frère, avait commenté en premier.
Honnêtement, l'ambiance ici est tellement meilleure sans avoir à regarder quelqu'un compter constamment ses sous au dîner. Enfin, on peut commander le bon vin sans se sentir coupable. J'ai senti un rire sec et amer monter au fond de ma gorge. Compter ses sous? Gareth était un comptable de niveau intermédiaire noyé sous une dette de prêt étudiant à 6 chiffres. Il louait une BMW qu'il pouvait à peine se permettre juste pour maintenir les apparences. La seule raison pour laquelle il buvait actuellement le bon vin, mon Krug 2008, était parce que j'avais personnellement donné l'ordre au personnel du complexe d'offrir secrètement toute bouteille de moins de 1000 $ pour leur table spécifique. Si Gareth avait réellement dû payer cette bouteille de champagne avec sa propre carte de débit, cela aurait englouti la moitié de son paiement hypothécaire mensuel. Puis j'ai vu le commentaire de ma mère, Geneviève. Nous méritons vraiment cette paix. Deux clans, chérie, vous travaillez tous si incroyablement dur. C'est si agréable d'être entouré d'énergie positive uniquement. La famille, c'est tout quand il n'y a pas de toxicité pour nous tirer vers le bas. Ma mère n'avait pas travaillé un seul jour dans un emploi rémunéré depuis le début des années 90. Son idée du travail acharné consistait à assister à des réunions de syndics de copropriété sans intérêt, à se plaindre de l'aménagement paysager, et à terroriser les employés de commerce de détail locaux au centre commercial. Pourtant, elle était là, louant activement l'énergie positive d'exclure intentionnellement son propre fils de vacances en famille, me qualifiant de toxique. Mais le coup de grâce, la trahison ultime de la nuit, n'est pas venu d'Instagram. Il est venu d'un appel téléphonique qui a brisé le silence de mon bureau. Mon téléphone portable privé, non répertorié, a sonné. C'était un numéro inconnu. J'ai répondu avec prudence, m'attendant à une urgence de l'une de mes autres propriétés. Eh bien, Kiran. Tu travailles tard comme toujours. Tu devrais vraiment apprendre à te détendre. J'ai immédiatement reconnu la voix mielleuse, trop confiante et agaçante. C'était Dominique. Il était le PDG d'un groupe hôtelier rival, un capitaliste vautour qui tentait agressivement et sans succès de racheter ma propriété des Caïmans depuis 8 mois. « Qu'est-ce que tu veux, Dominique ?» « Il est plus de minuit, dis-je, ma voix tombant dans un registre glacial et dangereux. « Je voulais juste prendre des nouvelles de mon concurrent préféré, » ronronna Dominique à travers le haut-parleur. « J'ai entendu une rumeur très intéressante aujourd'hui. J'ai entendu dire que le grand et intouchable PDG d'Obsidian est en proie à une grave détresse émotionnelle. De sérieux drames familiaux, à ce que j'entends. La pression doit commencer à se faire sentir. » Mon sang se glaça. J'ai agrippé le bord de mon lourd bureau en acajou si fort que mes jointures sont devenues blanches. « Où exactement as-tu entendu ça ?» Dominique a ri. Un son terrible et grinçant qui a résonné dans mon bureau silencieux. Votre ancienne conseillère principale, Sylvia. Celle que vous avez si grossièrement renvoyée la semaine dernière. Elle cherchait un nouveau travail. Elle est venue à mon bureau pour un entretien ce matin. Elle a apporté un très joli portfolio de son travail. Elle a également apporté des mémos internes d'entreprise très intéressants. Elle a mentionné combien de capital personnel et d'énergie émotionnelle vous dépensez à essayer de gérer secrètement votre famille profondément toxique en coulisses. Elle a dit que cela vous rend vulnérable, distrait, faible. Elle a dit que vous offrez des centaines de milliers de dollars par an juste pour les faire taire. Alors, je vous appelle pour vous faire une offre finale sur le complexe des Caïmans. Vendez-le-moi maintenant à 30% en dessous de la valeur du marché, avant que votre petit cirque familial ne fasse complètement dérailler votre concentration et que votre conseil d'administration ne vous force à partir. Sylvia. Je l'avais licenciée 2 semaines auparavant pour incompétence grave et mauvaise gestion d'un contrat de fournisseur. Et pour se venger, pour décrocher un poste chez mon rival, elle m'avait complètement vendu. Elle avait utilisé mon secret personnel le plus profond, ma pathétique tentative d'acheter l'amour de ma famille, contre mon entreprise. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas juré. J'ai simplement appuyé sur le bouton de fin d'appel et posé le téléphone face contre le bureau. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à l'immense bail vitré. J'ai regardé l'étendue scintillante de Manhattan. Des millions de lumières, des millions de personnes luttant pour leur survie, faisant face à des divorces, des procès, et des rêves brisés. Et j'étais là, un homme qui avait conquis ce monde d'entreprise brutale. Un homme qui négociait des contrats immobiliers de plusieurs millions de dollars avant le petit déjeuner, me laissant saigner émotionnellement par un groupe de personnes qui me traitaient comme de la pure saleté. Dominique avait entièrement tort quant à la faillite de mon entreprise,
mais il avait absolument raison sur un point crucial. Mon attachement persistant à ma famille était un passif énorme et dangereux. J'avais permis à mon besoin désespéré d'approbation parentale de mon enfance de compromettre les limites de fer que je devais avoir en tant que PDG. Je canalisais secrètement des centaines de milliers de dollars dans un trou noir émotionnel, espérant désespérément acheter le respect de personnes fondamentalement incapables de le donner. Ils ne me détestaient pas parce que j'étais un échec financier. Ils me méprisaient complètement parce que me regarder de haut était le fondement incroyablement fragile de leur ego collectif tout entier. Sans moi pour jouer le rôle du poids mort, ils auraient à faire face à leur propre et immense insuffisance. Si j'approuvais cette prolongation de 12 000 $, je n'étais pas un fils gentil et généreux. J'étais un paillasson pathétique. Je finançais activement ma propre destruction psychologique. Je suis retourné lentement à mon bureau. J'ai pris mon téléphone et j'ai ouvert la conversation avec Nadia. Mes pouces se sont déplacés sur le clavier de verre avec une précision clinique et stable. Je ne me sentais plus triste. Je ne me sentais pas en colère. Je me sentais complètement détaché. Je me sentais comme un chirurgien hautement qualifié se préparant calmement à retirer une tumeur maligne en décomposition. Nadia, ai-je tapé, en fixant l'écran. Refusez la demande de prolongation. 3 petits points gris sont apparus instantanément sur l'écran. Elle était en train de taper une réponse. Compris, Monsieur Kiran. Dois-je leur proposer un tarif réduit standard pour les jours supplémentaires ou simplement les informer que la propriété est entièrement réservée en raison d'un événement d'entreprise? J'ai fait une pause, fixant le curseur qui clignotait dans la pièce sombre. Non. Ce n'était absolument pas suffisant. Refuser simplement la prolongation ne serait qu'un inconvénient mineur pour eux. Ils se plaindraient bruyamment à la réception, feraient leur valise de créateur, rentreraient aux États-Unis, et continueraient à dire du mal de moi à chaque réunion de famille, enterrement, et fête pour la prochaine décennie. Ils avaient désespérément besoin d'un retour massif à la réalité. Ils avaient besoin de sentir le poids écrasant absolu du style de vie qu'ils prétendaient faussement mériter. J'ai effacé mon brouillon et j'ai recommencé. Nadia, écoutez-moi très attentivement. Je veux que vous révoquiez complètement le statut de gratuité VIP pour le groupe Harrison, immédiatement. Une longue pause. Les 3 points sont apparus et ont disparu. Puis, révoquer pour la demande de prolongation ou pour toute la durée de leur séjour? J'ai écrit, la mâchoire si serrée que mes dents me faisaient mal. Annulez le code de réduction amis et famille rétroactivement. Rétablissez l'intégralité de la réservation au tarif standard. Tarification haute saison. Je veux que le système leur facture chaque commodité utilisée au cours des 5 derniers jours. Le champagne millésimé, les cabanes en bord de mer, le transfert privé de l'aéroport, les soins au spa, le service en chambre. Tout. Nadia n'a pas répondu pendant 1 minute entière. C'était une assistante brillante. Elle savait exactement ce que cela signifiait. Elle connaissait le genre de facture financière catastrophique que cette action générerait instantanément dans le système. Monsieur Kiran, je regarde le folio maintenant. Cela va représenter une charge financière très importante, potentiellement dévastatrice, pour la carte enregistrée. Êtes-vous absolument sûr de cela? J'ai regardé une dernière fois la capture d'écran de la publication Instagram de Declan. J'ai fixé le sourire suffisant et arrogant sur son visage. J'ai relu le pass de profiteur. Je n'ai jamais été plus sûr de quoi que ce soit de toute ma vie, ai-je répondu. Exécutez l'ordre. Après avoir envoyé le dernier texto à Nadia, je savais que je devais prendre le contrôle complet et absolu de la situation sur le terrain. Je ne pouvais laisser aucune place à l'erreur, à la mauvaise communication, ou à une indulgence non autorisée de la part du personnel local. J'ai contourné les canaux de communication standards, j'ai pris mon lourd téléphone de bureau, et j'ai composé directement la ligne exécutive interne sécurisée du directeur général de Grand Cayman. Sébastien a répondu à la 2e sonnerie. Monsieur Kiran. Sa voix était nette, très professionnelle, mais clairement teintée d'une profonde surprise. Il était plus d'1 heure du matin, même pour mon emploi du temps punitif, et j'appelais rarement les directeurs de propriété directement, sauf en cas de crise majeure. Tout va bien au siège? Nous ne nous attendions certainement pas à un appel direct ce soir. Bonsoir, Sébastien. Je m'excuse sincèrement pour l'heure tardive, dis-je, ma voix parfaitement stable et complètement dénuée d'émotion.
J'ai fait pivoter mon lourd fauteuil de direction en cuir pour faire à nouveau face aux lumières de la ville. Je regarde actuellement le folio en direct du groupe Harrison dans la suite présidentielle 101. Ah, oui, dit Sébastien, son ton se réchauffant légèrement, supposant naturellement que j'appelais pour prendre des nouvelles de mes VIP et m'assurer qu'ils étaient choyés. Vos invités personnels. Ils vont bien, ils profitent certainement de la propriété au maximum. C'est un groupe très animé. Mon directeur de la restauration vient de leur envoyer une autre bouteille de Krug bien fraîche et un énorme plateau de fruits de mer de fin de soirée il y a environ 20 minutes. Ils ont demandé un supplément de queue de homard. Je vois. J'ai fermé les yeux un instant, laissant l'audace pure et sans mélange m'envahir avant de l'enfermer dans une boîte en acier dans mon esprit. Sébastien, j'ai besoin que vous écoutiez mes instructions très attentivement. Prenez un stylo et du papier. L'arrangement de facturation amis et famille pour le groupe Harrison est définitivement terminé. Avec effet immédiat. Il y eut un lourd silence stupéfait au bout du fil. Je pouvais entendre le léger son rythmique de l'océan à travers son combiné, complètement en décalage avec la tension dans mon bureau. Terminé, monsieur? Vous voulez dire juste pour le reste de leur extension demandée? Dois-je appliquer la réduction d'entreprise standard à l'avenir? Non, dis-je, ma voix tranchant l'air comme un couteau fraîchement aiguisé. Je veux dire rétroactivement. Depuis le moment exact où ils se sont enregistrés à la réception il y a 5 jours. Je veux que tout le folio soit complètement recalculé à partir de 0. Je pouvais entendre le cliquetis frénétique d'un clavier mécanique en arrière-plan. Sébastien consultait rapidement le dossier sur son terminal principal, sa respiration s'accélérant légèrement alors qu'il traitait la commande. Je veux que le tarif de la chambre soit fixé au tarif standard absolu pour la suite présidentielle, ai-je ordonné, ne laissant absolument aucune place au débat ou à la négociation. C'est actuellement à 5 500 $ la nuit. Correct? Correct, monsieur. Plus les frais de service journaliers obligatoires de 20% et toutes les taxes d'hospitalité locales applicables. Appliquez tout, ai-je commandé. Et je veux que chaque frais accessoire soit retiré de la gratuité. L'alcool premium, les repas 5 étoiles, les excursions privées, les soins au spa. S'ils ont mangé une seule noix de cajou salée du minibar, je veux qu'elle soit détaillée sur la facture finale. Ne manquez pas un seul dollar. Épluchez chaque reçu. Monsieur Kiran, hésita Sébastien, son sang-froid professionnel glissant juste une fraction alors que les chiffres peuplaient son écran. Je fais les calculs préliminaires ici sur mon tableau de bord. Si j'inverse complètement les codes de gratuité, les frais de chambre seuls bondissent instantanément à 27 500 $. Le total de la nourriture et des boissons approche les 9 000. Les services de spa de luxe, la location du catamaran privé monsieur, nous parlons d'un solde total du folio d'environ 42 500 $, peut-être plus proche de 45 000 une fois que les taxes locales seront entièrement appliquées au montant brut. Le chiffre flottait lourdement dans l'air silencieux de mon bureau. 42 500 $. C'était considérablement plus que ce que mon père gagnait en 6 mois à son poste de cadre intermédiaire. C'était plus que l'intégralité du fonds universitaire de Declan. C'était une somme d'argent financièrement ruineuse pour des gens qui vivaient entièrement à crédit, sur un faux prestige, et une hypothèque lourdement endettée. Je comprends parfaitement le calcul, Sébastien, dis-je froidement. La carte de crédit principale enregistrée, continua Sébastien, sa voix baissant à un murmure prudent et feutré, est une visa de catégorie standard au nom de Harrison. Je me souviens que mon responsable de la réception l'a notée lors de leur enregistrement car elle a été signalée dans le système comme une carte de faible catégorie. Il est très peu probable quelle est la limite disponible pour autoriser une retenue financière de cette ampleur. J'en suis tout à fait conscient, dis-je. Je savais exactement quelle était la limite de crédit de mon père. Elle était d'exactement 15 000 $. Je le savais de source sûre parce que je l'avais personnellement aidé à négocier avec la banque pour la mettre en place des années auparavant, lorsque j'essayais bêtement de l'aider à gérer ses fonds de retraite désastreux. À l'époque où je me cassais encore le dos à essayer d'être le bon fils fiable. Je savais pertinemment qu'une charge de 42 500 $ frapperait son compte comme un train de marchandises en fuite et serait instantanément refusée, déclenchant des alertes à la fraude sur tout son profil bancaire. Quelles sont vos instructions spécifiques pour le moment où la carte sera inévitablement refusée, monsieur, demanda Sébastien. C'était un hôtelier chevronné. Il savait exactement où cela menait. Ce n'était plus un problème d'hospitalité. C'était un problème de recouvrement.
Vous débiterez la carte à cette heure précise, ordonnez-je, les yeux fixés sur l'horloge de mon écran d'ordinateur. N'envoyez personne les réveiller avant. Laissez-les dormir paisiblement dans ces draps en coton égyptien coûteux. Laissez-les rêver d'éliminer le superflu. Mais à cette heure précise, vous passez le montant total et non réduit. Lorsque le système bancaire refusera la charge, et je vous garantis qu'il la refusera complètement, je veux que vous initiiez immédiatement le protocole d'expulsion standard. Le protocole d'expulsion standard? Sébastien semblait véritablement abasourdi. Monsieur, vous comprenez que ce protocole implique la désactivation immédiate de leur clé de chambre numérique, la confiscation physique de tous les bagages et passeports dans la suite jusqu'à ce que le paiement soit légalement garanti, et bien, cela implique généralement que notre équipe de sécurité privée escorte physiquement les clients hors de la propriété du complexe. C'est très visible. Cela provoquera une scène. Exactement, dis-je, mon ton complètement inflexible. Vous les traiterez exactement comme vous traiteriez n'importe quel autre client lambda essayant de frauder financièrement cet hôtel. Absolument aucun traitement de faveur, aucune courtoisie professionnelle, aucune offre de leur appeler un taxi. S'ils ne peuvent pas payer le solde en totalité, ils quittent les lieux immédiatement. Compris, dit Sébastien, sa voix se tendant. C'était un professionnel consommé. Il ne s'est pas immiscé dans ma vie personnelle ni n'a demandé pourquoi je pulvérisais ma propre famille depuis l'orbite, mais je pouvais clairement entendre le choc vibrer dans ses mots. Je gérerai personnellement le processus d'expulsion le matin avec le chef de la sécurité. Merci, Sébastien. J'apprécie votre discrétion absolue dans cette affaire. Et une dernière chose cruciale. Oui, monsieur Kiran? Quand ils commenceront inévitablement à crier à la réception, quand ils exigeront de parler au mystérieux ami d'entreprise qui a initialement réservé la chambre pour eux, vous leur direz la vérité absolue. Vous les regarderez droit dans les yeux et vous leur direz qu'il n'y a pas d'amis dans l'entreprise. J'ai fait une pause, laissant le poids immense de mes prochains mots s'installer sur la ligne téléphonique. Vous leur direz que ces ordres spécifiques sont venus directement et sans équivoque du propriétaire de l'entreprise. Le propriétaire. Fort et clair, monsieur. Bonne nuit, Sébastien. J'ai replacé le lourd combiné sur sa base avec un dernier clic doux. Mon cœur battait agressivement contre mes côtes, mais ce n'était pas par peur, anxiété, ou culpabilité. C'était par une clarté étrange, écrasante, alimentée par l'adrénaline. Je me sentais incroyablement léger, comme si un rocher physique avait été soulevé de ma poitrine. La chaîne lourde et étouffante des attentes, le besoin désespéré et pathétique de leur validation, tout avait complètement disparu. Le poids mort avait enfin été coupé. Je me suis retourné vers mon moniteur d'ordinateur massif. J'ai ouvert une dernière fois le tableau de bord du propriétaire et j'ai regardé les chiffres verts lumineux se mettre à jour en temps réel alors que Sébastien commençait manuellement son travail administratif brutal aux îles Caïmans. L'écran a clignoté. Solde du $0 a vacillé pendant une seconde, puis a violemment changé en solde du $42 518,42. C'était, sans l'ombre d'un doute, le plus beau nombre que j'ai jamais vu de toute ma vie. Je me suis calé dans mon fauteuil, j'ai joint mes doigts, et je me suis préparé à attendre le lever du soleil. Le soleil a commencé à se lever sur la ligne d'horizon déchiquetée de Manhattan, peignant lentement le ciel matinal de teintes douces et meurtries de rose pâle et de gris ardoise. Je n'avais pas dormi une seule seconde. J'avais passé les dernières heures à rattraper mon vrai travail d'entreprise, examinant méticuleusement un énorme portefeuille d'acquisition immobilière pour une propriété commerciale en difficulté dans le centre-ville de Chicago. J'étais entièrement alimenté par 3 doubles expressos et l'anticipation sombre et électrique de ce qui allait se dérouler à 3000 miles de là, dans l'humidité tropicale des Caraïbes. Mon téléphone portable personnel était posé au centre de l'îlot de marbre de la cuisine de mon bureau, face vers le haut. J'avais intentionnellement réglé l'appareil sur ne pas déranger, mais l'écran lumineux illuminait la pièce faiblement éclairée d'une urgence silencieuse et clignotante toutes les quelques secondes. L'horloge numérique sur mon moniteur d'ordinateur massif a sonné exactement 7 heures. Aux îles Caïmans, le système de facturation automatisé de l'Obsidian Grand Cayman a exécuté mes ordres directs sans la moindre hésitation. Il a tenté de débiter la carte Visa de catégorie standard de mon père d'exactement $42 518,42. Je n'avais pas besoin d'être physiquement dans la salle des serveurs pour savoir exactement ce qui s'est passé ensuite dans cette fraction de seconde. L'algorithme de prévention de la fraude de la banque aurait instantanément verrouillé le compte.
Une charge de cette ampleur sur une carte avec une limite de 15 000 $ déclencherait tous les signaux d'alarme du système financier. La transaction a été violemment rejetée. Et au moment exact où cette notification de refus rouge est apparue sur le terminal de la réception, Sébastien et son équipe de sécurité d'entreprise hautement qualifiée ont commencé leur marche délibérée et lourde dans le couloir bordé de palmiers vers la suite présidentielle 101. À 7h03 précise, la toute première notification est apparue sur l'écran de mon téléphone. Appel manqué de Geneviève. J'ai pris une gorgée lente et délibérée de mon café noir amer. 2 minutes se sont écoulées dans un silence lourd et suffocant. 7h05. Appel manqué de Geneviève. 7h06. Un message texte de mon frère de clan a illuminé l'écran. Il disait « C'est quoi le problème avec ton ami ? L'hôtel vient de bloquer nos cartes de chambre. Règle ça tout de suite. » J'ai regardé la bulle de texte restée là, brillante dans la lumière du petit matin. J'ai analysé la formulation spécifique. Il ne demandait pas d'aide. Il donnait un ordre direct. Même face à une porte verrouillée, même alors que sa réalité de luxe s'effondrait activement autour de lui, son instinct premier était un droit pur et sans mélange. Il se croyait vraiment complètement intouchable. Il croyait que parce qu'il avait un salaire de départ décent dans une agence de marketing médiocre et un fonds universitaire largement financé par mes parents, les règles de base du monde du travail ne s'appliquaient tout simplement pas à lui. Il considérait mes relations comme son droit de naissance. 7h08. Appel manqué de Declan. 7h10. Appel manqué de Harrison. 7h12. Un autre texto de Declan. La panique commençant enfin à transparaître à travers le texte numérique. Tu es réveillé ? Décroche le téléphone. La réception dit qu'il y a une énorme erreur avec la facturation. Ils ont littéralement 2 gardes de sécurité massifs juste devant notre porte. Ils retiennent nos passeports dans le coffre principal jusqu'à ce qu'on règle une retenue sur la carte de papa. Appelle ton contact d'entreprise immédiatement. C'est totalement inacceptable. Fiona est en train de paniquer. 7h15. Appel manqué de Gareth. J'ai regardé les notifications s'empiler sur l'écran de verre comme des blocs de Tetris qui tombent. Ils paniquaient enfin. Pour la toute première fois de leur vie incroyablement privilégiée et protégée, le coussin financier massif que j'avais secrètement fourni leur était violemment retiré. Ils étaient actuellement en chute libre, et ils étaient sur le point de heurter le béton dur et impitoyable de la réalité absolue. Ils étaient complètement piégés dans le filet de leur propre complaisance profondément enracinée. Pendant 2 années entières, ils avaient aveuglément accepté des centaines de milliers de dollars de services de luxe sans jamais s'arrêter une seule fois pour remettre en question la logistique, le coût réel, ou l'incroyable générosité derrière tout cela. Ils étaient si profondément consumés par leur propre image fabriquée de succès de la classe supérieure qu'ils supposaient que l'univers leur devait simplement ce style de vie. Ils traitaient mon supposé ami d'entreprise comme un serviteur anonyme et sans visage dont le seul but était de faciliter leur esthétique de médias sociaux soigneusement organisés. À 7h20, un message texte frénétique de ma sœur aînée Fiona est arrivé. C'est celui qui m'a finalement fait tendre la main et prendre l'appareil. Kiran, tu dois répondre à ton téléphone tout de suite. Le directeur du complexe dit à papa que nous devons plus de 40 000 $. Il menace d'appeler les autorités locales. Maman fait une crise de panique dans le hall. Appelle celui qui a réservé ça et règle le problème maintenant. Nous avons un vol demain. Ne gâche pas ses vacances en famille. Ne gâche pas ses vacances en famille. L'audace pure de sa déclaration était presque à couper le souffle. Il m'avait publiquement humilié, m'avait traité de poids mort sur tout Internet, et pourtant, d'une manière ou d'une autre, les tenir financièrement responsables, c'était moi qui gâchais leur voyage. Cela me rappelait l'époque où ma cousine a traversé un divorce brutal et une bataille pour la garde. Ma famille lui avait complètement tourné le dos, la blâmant d'avoir ruiné l'image de la famille simplement parce que son ex-mari gagnait un salaire plus élevé. Il protégeait toujours l'illusion plutôt que la réalité. J'ai fait glisser l'écran pour le déverrouiller. Je ne l'ai pas rappelé immédiatement. Je suis resté assis dans le calme de mon Penthouse, écoutant le faible bourdonnement du trafic matinal de la ville loin en dessous, et j'ai laissé le téléphone sonner une fois de plus lorsque Declan a rappelé. Je voulais qu'il marine dans la terreur juste quelques secondes de plus. Je voulais que la réalité de ces 2 gardes de sécurité se tenant au-dessus d'eux s'imprègne vraiment dans leurs os. Puis j'ai appuyé sur le bouton vert et j'ai répondu à l'appel. « Allô » dis-je.
Ma voix était incroyablement calme, désinvolte, et complètement détachée, comme si je répondais à un appel de routine d'un télévendeur. Kiran. La voix de Declan était un cri aigu et frénétique qui résonnait durement à travers le haut-parleur. C'était si incroyablement fort que j'ai dû éloigner le téléphone de quelques centimètres de mon oreille. Où diable étais-tu? Qu'est-ce qui se passe avec ton stupide ami? L'hôtel nous a bloqués hors de la suite. Nous sommes descendus prendre le petit déjeuner au buffet, et quand nous avons essayé de remonter pour nous changer pour la plage, les cartes clés numériques ont clignoté en rouge. Calme-toi, Declan, dis-je, me penchant en arrière dans mon lourd fauteuil de direction en cuir. Respire un coup. Qu'est-ce que la réception t'a dit exactement quand tu es allé voir? Ils ont dit que le paiement a été refusé, a-t-il crié, sa voix se brisant d'un mélange toxique de rage imméritée et de peur primale authentique. Ils ont essayé de débiter la carte de crédit personnel de papa de 42 000 $. 42 000. J'ai dit au concierge en chef que c'était un séjour entièrement offert, mais ce manager arrogant et prétentieux nommé Sébastien est sorti de son bureau et a dit que le code de gratuité était complètement annulé. Il a dit que nous devions payer le plein tarif immédiatement ou quitter la propriété. Je pouvais clairement entendre le chaos absolu qui se déroulait en arrière-plan de l'appel. Ma mère, Geneviève, sanglotait hystériquement, jouant une performance théâtrale et très vocale, clairement destinée à susciter la sympathie des riches passants qui réglaient leurs notes dans le hall. Mon père, Harrison, criait à plein poumon sur quelqu'un, probablement le personnel de la réception, lançant agressivement des menaces vides de contacter son avocat et d'intenter un procès massif pour grave détresse émotionnelle. Kiran, est-ce que tu m'écoutes au moins, a crié Declan directement dans le combiné, perdant complètement le peu de sang-froid qui lui restait. Appelle ton ami. Appelle-le tout de suite et dis-lui de réparer cette énorme gaffe. C'est incroyablement embarrassant. Les gens nous dévisagent littéralement dans le hall. Sais-tu à quel point c'est humiliant pour maman? Je ne peux pas l'appeler, Declan, dis-je, ma voix tombant dans un registre bas et plat qui ne portait aucune chaleur. Pourquoi pas? Il dort? Réveille-le. Dis-lui que son poste dans l'entreprise est en jeu, papa est sur le point de faire une crise cardiaque à cause de cette facture. Ils retiennent nos bagages en otage dans l'arrière-salle. J'ai laissé un silence lourd et suffocant s'étirer sur la ligne téléphonique. J'ai laissé le bruit frénétique du hall envahir le haut-parleur. Je voulais que ce moment spécifique, ce sentiment exact d'impuissance complète et totale, soit gravé dans sa mémoire pour le reste de sa vie. Je ne peux pas l'appeler, ai-je répété, en articulant chaque syllabe avec une clarté cristalline, parce qu'il n'existe pas. Il y eut une pause brusque et nette au bout du fil. Le bruit de fond chaotique du hall sembla s'estomper légèrement alors que le cerveau de Declan luttait pour traiter les mots que je venais de prononcer. « Qu'est-ce que tu veux dire, il n'existe pas » demanda-t-il. Sa voix ne criait plus. Elle tremblait d'un dangereux cocktail de confusion profonde et de colère montante. Quelqu'un a réservé ses chambres de luxe, Kiran. Quelqu'un nous a obtenu ces incroyables arrangements en coulisses depuis 2 ans. Ne joue pas à des jeux stupides avec moi en ce moment. C'est un problème juridique majeur. Appelle juste le gars. Je ne joue pas à des jeux, Declan, dis-je, en regardant l'horizon de Manhattan. Je te dis la vérité absolue et indéniable. Il n'y a pas d'amis dans les réservations d'entreprise. Il n'y a pas de connexion magique dans l'industrie qui tire les ficelles pour vous en coulisses. Il n'y en a jamais eu. Alors qui, commença Declan, mais sa voix s'éteignit complètement alors que la terrible réalité commençait à lentement lui apparaître. Les engrenages dans sa tête se mettaient enfin en marche. C'était moi, Declan, les jeux interrompus, ma voix complètement dépourvue de toute chaleur familiale. Ça a toujours été moi. Depuis le tout premier voyage il y a 2 ans. Toi. Il laissa échapper un ricanement rauque et aboyant de pure incrédulité. C'était exactement le même rire condescendant qu'il utilisait quand nous étions enfants. Celui qu'il utilisait chaque fois que j'essayais de partager un objectif ou un rêve. Toi. Tu ne peux même pas te payer un appartement décent en ville, encore moins subventionner des vacances de luxe dans les Caraïbes pour 5 adultes. Arrête de mentir pour essayer de te faire paraître important et aide-nous à sortir de ce pétrin. Je te conseille vivement de la fermer et de m'écouter très attentivement, dis-je. Mon ton a instantanément changé, passant du frère calme et accommodant au PDG impitoyable qui démantelait régulièrement ses rivaux en salle de conseil. Je n'ai pas appelé un ami pour vous obtenir ces chambres. J'ai appelé mon directeur général.
Je suis le propriétaire d'Obsidian Hospitality Group, de Clan. Je possède le lit dans lequel tu as dormi la nuit dernière. Je possède les chaises en teck sur lesquelles tu t'es prélassé. Je possède la piscine à débordement près de laquelle tu as pris cette photo pathétique et arrogante. Je possède personnellement le champagne Krug millésimé que tu as bu pour célébrer le fait de t'être débarrassé du profiteur de la famille. Silence. Un silence absolu, assourdissant et mortel au bout du fil. C'était le son distinct d'une vision du monde entière se brisant violemment en un million de morceaux déchiquetés. Je possède 37 propriétés commerciales de luxe dans 12 pays différents, continuai-je, implacable, refusant de lui donner une seule seconde pour se remettre du choc. J'ai bâti toute cette entreprise à partir de rien après que l'inondation dans le nord de l'État a détruit ma première affaire. Pendant que toi et Fiona vous moquiez de mon échec, pendant que papa me traitait de passif financier sans valeur au dîner de Thanksgiving, je construisais un empire immobilier massif. Et depuis 2 ans, je couvre personnellement et discrètement toutes vos énormes factures sur mon propre budget de fonctionnement. J'ai offert vos séjours parce que je pensais, bêtement, que si je vous traitais comme des rois absolus, peut-être que vous me traiteriez enfin comme un membre de la famille. J'ai entendu un hoquet sec et rauque à travers le haut-parleur. C'était peut-être ma mère, Geneviève, réalisant enfin qu'elle se tenait dans un immense hall d'hôtel de luxe entièrement possédé par le fils qu'elle méprisait profondément. Mais la nuit dernière, dis-je, affichant la capture d'écran de sa publication sur mon écran d'ordinateur et fixant le hashtag, tu as très clairement montré où je me situe dans cette dynamique familiale. Tu m'as appelé un poids mort. Tu as dit à tout Internet que je freinais votre incroyable succès. Tu t'es vanté d'éliminer le superflu. Kiran, la voix de Declan n'était plus qu'un murmure rauque maintenant. Toute la bravade imméritée s'était complètement évaporée, remplacée par une terreur authentique. Alors, dis-je, ma voix aussi froide que la glace, j'ai décidé de te donner raison. Ou plutôt, j'ai décidé d'arrêter de vous prouver le contraire. J'ai complètement retiré mon réseau de soutien financier. Si je suis le poids mort, vous n'avez sûrement pas besoin de mon argent pour survivre, n'est-ce pas? Un profiteur pathétique ne serait pas capable d'offrir des vacances de luxe de 42 000 $, n'est-ce pas? Il y eut un bruit de bousculade à l'autre bout. Le son distinct d'un téléphone arraché agressivement des mains de quelqu'un. Tu possèdes tout cet endroit. C'était la voix de mon père maintenant. Harrison. Il semblait complètement essoufflé, comme si quelqu'un venait de le frapper directement au sternum. Kiran, est-ce une sorte de blague tordue et malsaine? Est-ce que c'est vrai? Bonjour, papa, dis-je, sentant une satisfaction sombre et immense envahir chaque parcelle de mon corps. Oui, c'est entièrement vrai. C'est mathématiquement impossible, bafouilla-t-il, son esprit essayant frénétiquement de rejeter l'afflux massif d'informations qui détruisait complètement son complexe de supériorité. Tu m'as emprunté 5 000 $ et tu as perdu chaque centime dans une inondation. Tu ne connais rien aux affaires d'entreprise. Tu n'as pas d'héritage. Tu n'as pas le capital pour l'immobilier commercial. C'est une arnaque. J'en sais assez sur la finance pour savoir que la limite de ta carte de crédit principale est d'exactement 15 000 $, ai-je contré, le frappant droit dans sa plus grande insécurité, la mieux cachée. C'est exactement pourquoi la charge a été refusée ce matin. Vous tentez actuellement de voler plus de 40 000 $ de services de luxe de mon entreprise. Selon la juridiction locale, c'est un crime majeur, papa. C'est la prison. C'est le genre de choses qui ruine une carrière. N'ose pas me parler sur ce ton irrespectueux, rugit Harrison, retombant désespérément dans ses vieux schémas de harcèlement toxique, essayant d'utiliser le volume pur pour reprendre le contrôle d'une situation qu'il avait complètement perdue. Si tu possèdes vraiment cet endroit, tu appelles ce directeur tout de suite et tu leur dis de déverrouiller notre porte. Tu ne peux pas traiter ta propre famille de sang comme ça. Nous sommes tes parents. Tu nous dois tout. Je ne vous dois absolument rien, ai-je rétorqué, ma voix résonnant fort dans mon bureau silencieux. Et je suis le seul propriétaire de cette entreprise. Et en ce moment, à cet instant précis, vous n'êtes pas ma famille. Vous êtes des clients délinquants qui n'ont pas payé leurs factures incroyablement élevées. Kiran, s'il te plaît. La voix de ma mère est venue sur la ligne ensuite. Geneviève avait arraché le téléphone à mon père. Sa voix était aiguë, frénétique, et dégoulinée d'un désespoir calculé. S'il te plaît, mon bébé, arrête ces bêtises. Nous ne le pensions pas. Cette publication, ce n'était qu'une blague idiote.
Tu sais comment est Declan avec son marketing sur les réseaux sociaux. Il poste juste des choses provocantes pour l'engagement. Ce n'était pas vraiment à propos de toi. Nous t'aimons. Ce n'était pas à propos de moi, ai-je demandé, en haussant un sourcil même si elle ne pouvait pas me voir. On y utilisait littéralement le mot « profiteur ». On disait « éliminer le superflu ». Qui éliminiez-vous exactement, maman? C'était Fiona? C'était Gareth? C'était le pisciniste? Nous étions stressés par le voyage, sanglota Geneviève, se lançant dans un chantage affectif manipulateur en règle. Nous t'aimons tellement. Nous nous défoulions juste. Nous ne savions pas que tu avais autant de succès. Pourquoi ne nous as-tu pas simplement parlé de l'immobilier? Nous aurions été si incroyablement fiers de toi. Vous auriez été fiers du compte en banque massif, les jeux corrigés, ne ressentant absolument aucune pitié pour ces larmes de crocodile. Pas de moi. Vous auriez été fiers de pouvoir obtenir plus d'argent, plus de faveurs, et plus de statut de ma part. Vous auriez utilisé ma richesse pour vous vanter auprès de vos amis aux réunions de copropriété tout en continuant à me traiter comme de la saleté en privé. Ce n'est pas juste, a crié Declan en arrière-plan, sa voix tendue par la panique. Tu nous as menti pendant des années. Tu nous as complètement piégés dans cette situation. Je vous ai offert des vacances de luxe gratuitement, ai-je déclaré simplement, exposant les faits absolus. Le seul piège était de vous faire croire que vous les méritiez vraiment. Kiran, écoute-moi tout de suite. La voix de Harrison est revenue, essayant désespérément de sonner comme le patriarche autoritaire, mais échouant lamentablement. Tu vas régler cette erreur de facturation maintenant ou, que Dieu me vienne en aide, j'appellerai mon avocat. Je te ferai complètement déshériter. Je m'assurerai que personne dans cette famille ne te parle plus jamais. Ou quoi, papa, les yeux coupés, ma voix claquant comme un fouet. Tu me déshériteras, d'un testament qui est principalement composé d'une maison de banlieue lourdement hypothéquée et d'une dette de carte de crédit massive. Tu arrêteras de m'inviter au dîner de fête auquel je ne suis déjà pas invité? Tu m'excluras du prochain enterrement familial comme tu l'as fait l'année dernière? Tu n'as absolument aucun moyen de pression ici. Aucun. Le rapport de force a changé de façon permanente. J'ai vérifié l'heure lumineuse sur mon moniteur. Il était 7h35. Voici l'accord final, dis-je, livrant mon ultimatum avec la précision froide d'un bourreau d'entreprise. Vous avez exactement deux options. Option A, vous trouvez un moyen de payer le solde restant de 42 518 $ dans les 60 prochaines minutes. Appelez vos amis, appelez votre banque, liquidez un fonds universitaire. Je m'en fiche. Option B, vous partez. La sécurité vous escortera physiquement hors des lieux. Vos passeports et vos bagages de luxe seront conservés en toute sécurité dans le bureau du directeur jusqu'à ce que vous régliez la partie nourriture et boissons de la facture, qui est d'environ 5 000 $. Je suis sûr que vous pouvez rassembler ça avec vos diverses cartes de crédit au maximum si vous mettez vos ressources en commun. Tu ne peux pas faire ça légalement, a gémi Fiona en arrière-plan, réalisant enfin l'immense gravité de la situation. Nous avons un vol en première classe demain. Où sommes-nous censés dormir ce soir? J'entends dire que le motel Bon Marché près de l'aéroport a des chambres de libre, dis-je, sentant un sourire froid et authentique toucher mes lèvres. Peut-être que dans une prochaine vie, vous pourrez vous permettre mieux. J'ai raccroché le téléphone sans attendre une seule réponse. Ma main tremblait légèrement, non pas de regret, non pas de peur, mais de l'intensité pure et écrasante de la libération psychologique. C'était enfin terminé. Faisons une pause un instant. Merci d'être resté avec moi jusqu'ici. Vous êtes vraiment incroyable. S'il vous plaît, aidez-moi en aimant la vidéo et en commentant le chiffre ainsi dessous pour que je sache que vous avez été avec moi jusqu'à ce point. Non seulement cela aide plus de gens à découvrir cette histoire, mais cela me fait aussi savoir que mes expériences signifient quelque chose pour quelqu'un. Votre soutien est la plus grande motivation pour moi de continuer à partager le reste de ce voyage. Je n'avais pas besoin d'être physiquement dans les Caraïbes pour voir les conséquences dévastatrices. Sébastien m'a envoyé un rapport d'incident officiel très détaillé par email d'entreprise sécurisée exactement 2 heures plus tard. Ils n'ont pas pu payer le solde total. Évidemment. Les cartes de crédit de mon père étaient déjà complètement au maximum, juste pour essayer de couvrir les énormes frais accessoires comme le vin importé et les soins de spa premium pour éviter d'être immédiatement arrêté par les autorités locales pour vol de services qualifiés. Entre Harrison, Declan et Gareth,
Ils ont réussi à rassembler exactement 5200 $ sur 4 cartes de crédit à taux d'intérêt élevés différentes, juste pour garantir la restitution légale de leur passeport et de leurs bagages, mais ils ne pouvaient absolument pas payer les nuitées. Sébastien a suivi mes instructions strictes à la lettre. Il les a formellement informés qu'ils étaient légalement expulsés pour non-paiement. Il ne leur a pas offert la navette de luxe de courtoisie pour l'aéroport. Il ne leur a pas appelé une voiture privée. Le rapport de sécurité a décrit la belle scène avec des détails saisissants. Mon père, le visage violet de rage débridé, criant des menaces vides de poursuites judiciaires et d'avocats puissants à un garde de sécurité au visage de Pierre qui s'en fichait. Ma mère, pleurant de manière incontrôlable dans un mouchoir humide, son maquillage coûteux coulant sur son visage entraîné sombre. Et Declan et Fiona, complètement dépouillés de leur arrogance imméritée, forcés de traîner leurs lourdes et massives valises Louis Vuitton à travers le sol en marbre immaculé du hall, car les bagagistes avaient reçu l'ordre strict de ne pas aider les clients expulsés non payant en aucune circonstance. Ils ont dû sortir par la grande entrée principale, passer devant le service de voiturier. Sébastien a spécifiquement noté que pendant qu'ils traînaient leurs sacs le long de la longue allée sinueuse, ils ont dû passer directement devant les véhicules des vrais clients payants. C'était un alignement stupéfiant de plusieurs millions de dollars qui comprenait une Rolls-Royce immaculée, une Lamborghini élégante, une Ferrari rouge vif, et une Porsche personnalisée. Ils ont dû se tenir sur le trottoir en béton chaud et impitoyable, transpirant à travers leurs vêtements de villégiature coûteux sous le soleil tropical, en attendant un taxi public non climatisé, tandis que la véritable élite les regardait comme s'ils étaient un véritable numéro de cirque. Ils ont fini exactement là où je l'avais prédit. Ils ont réservé 2 chambres exiguës et profondément inconfortables dans un motel 2 étoiles bon marché à environ 3 miles de la piste de l'aéroport. Je le savais de source sûre parce que Gareth, mon lâche beau-frère, m'a envoyé une photo de la chambre. C'était une boîte morne et déprimante avec du papier peint beige qui s'écaillait, une moquette tachée, une lumière fluorescente vacillante, et une jolie vue sur un parking en béton rempli de voitures en panne. Il l'a envoyé avec la légende « Tu es content maintenant, Kiran ? Tu as complètement détruit la famille. J'espère que ton argent te tiendra chaud. » Je n'ai pas répondu à sa pathétique tentative de manipulation émotionnelle, mais la réponse honnête à sa question était oui. Je n'étais pas heureux qu'il soit physiquement misérable. J'étais profondément heureux que pour la première fois de toute ma vie, le bilan financier et émotionnel soit complètement exact. Ils payaient enfin leur propre chemin dans le monde. Mais les retombées massives ne se sont pas arrêtées au motel. Les conséquences ont duré des semaines, se propageant violemment à travers la famille élargie et ma vie d'entreprise. Quand ils sont finalement revenus aux États-Unis, le récit a instantanément changé. Ils ont essayé de passer à l'offensive pour sauver la face. Declan, absolument désespéré de sauver sa réputation en ligne soigneusement organisée parmi ses amis superficiels, a essayé de tourner l'histoire. Il a posté une vidéo vague et incroyablement dramatique sur les réseaux sociaux parlant d'une trahison familiale massive et de la façon dont la richesse soudaine corrompt complètement les âmes des gens. Il ne m'a pas identifié par mon nom, mais il a lourdement laissé entendre que son frère aîné riche, sans cœur et sociopathe avait intentionnellement abandonné ses parents aimants et dévoués dans un pays étranger pour un malentendu mineur. Il jouait la carte de la victime ultime, essayant de récolter des j'aime par sympathie. Je ne me suis pas engagé dans une guerre de commentaires mesquines. Je n'ai pas fait de vidéo de réaction pour défendre mon honneur. Je suis un PDG. Je traite les problèmes massifs en utilisant du papier, des avocats, et une puissance financière pure. J'ai simplement fait rédiger par mon équipe juridique d'élite une lettre de mise en demeure formelle et dévastatrice. Nous avons joint la facture entièrement détaillée et juridiquement contraignante du complexe, montrant clairement le solde impayé de près de 37 000 $. Mais nous ne nous sommes pas arrêtés là. J'ai demandé à mes comptables judiciaires d'auditer les 2 dernières années de leur séjour. Nous avons joint une énorme facture secondaire détaillant les 2 années de séjour gratuit précédents dans diverses propriétés de luxe, totalisant exactement 184 000 $. La lettre juridique était incroyablement simple, formulée de manière agressive, et absolument terrifiante. Elle déclarait clairement « Cessez immédiatement de diffamer Kiran et Obsidian Hospitality Group, où notre cabinet intentera une action civile massive pour le solde impayé, plus des dommages-intérêts ruineux pour diffamation d'entreprise. Nous avons explicitement noté qu'un procès de cette ampleur entraînerait probablement la saisie agressive de leur salaire, le gel de leurs comptes bancaires, et la liquidation forcée de leurs biens personnels, y compris la maison de banlieue bien-aimée de Harrison. Declan a supprimé sa vidéo en pleurs dans les 10 minutes suivant la réception de l'email certifié.
Il a également supprimé la publication originale sur le poids mort. En fait, l'enfant prodige est devenu complètement silencieux sur toutes les plateformes de médias sociaux pendant 3 mois entiers, terrifié que je déclenche le procès. Les soi-disant sous-fifres de la famille, les tantes bavardes, les cousins profondément moralisateurs qui se ralliaient habituellement à la défense de ma mère en temps de crise, sont restés étonnamment, merveilleusement silencieux. Je soupçonne fortement que ma mère leur a dit la vérité absolue, ou du moins assez pour leur faire réaliser que je n'étais plus le petit garçon fauché et sans défense qu'ils pouvaient intimider lors des réunions de famille. J'étais la banque, et la banque était définitivement, sans équivoque, fermée. Mais le retournement de situation le plus satisfaisant et profondément révélateur est survenu exactement une semaine plus tard. Gareth a secrètement demandé à me rencontrer dans un café chic près de mon bureau d'entreprise. Il avait l'air complètement épuisé, comme un homme qui n'avait pas dormi depuis les îles Caïmans. Il avait l'air d'avoir 10 ans de plus. Il a fait glisser une enveloppe épaisse sur la table. Elle contenait un chèque de banque pour sa part spécifique de la facture de nourriture, contournant complètement le refus de mon père de payer. Mais ce n'est pas pour ça qu'il est venu. Je dois te dire quelque chose, Kiran, a dit Gareth, fixant nerveusement sa tasse de café, refusant de croiser mon regard. À propos de cette publication Instagram. Declan l'a postée. Oui, c'est un gamin arrogant, mais il n'a pas écrit la légende. J'ai plissé les yeux, me penchant en avant. De quoi parles-tu exactement, Gareth? Fiona, a chuchoté Gareth, l'air véritablement dégoûté de sa propre femme. Fiona l'a écrite. Je l'ai vu la taper directement sur son téléphone au bord de la piscine pendant qu'il buvait ton champagne. Elle a dit à Declan que l'utilisation du hashtag Poidsmore serait une blague d'initié hilarante et sauvage pour tes parents. Elle savait exactement à quel point ça te blesserait profondément. Elle a tout orchestré parce qu'elle était intensément jalouse que Declan reçoive toute l'attention de tes parents pendant le voyage. Elle voulait créer un drame pour se mettre en valeur par comparaison. C'est elle qui tire les ficelles toxiques, Kiran. Elle a toujours été la manipulatrice ultime, cachée à la vue de tous. Fiona. La sœur aînée qui jouait toujours le terrain neutre et sensé, qui prétendait toujours être la pacificatrice, était la véritable architecte de la cruauté. C'était parfaitement logique. Cela a solidifié ma résolution absolue de ne jamais laisser ces gens revenir dans ma vie. Sur le front de l'entreprise, j'ai également dû faire le ménage et affirmer ma domination absolue. J'ai légalement écrasé la pathétique tentative de rachat hostile de Dominique, digne d'un vautour. J'ai intentionnellement et stratégiquement divulgué les rapports de revenus trimestriels hautement confidentiels de la propriété des Caïmans à une grande publication financière, prouvant définitivement que le complexe fonctionnait avec une marge bénéficiaire massive et record. Le conseil d'administration de Dominique était absolument furieux contre lui pour avoir gaspillé leur temps et leurs ressources sur une acquisition ratée et mal documentée. Quant à Sylvia, la traîtresse, elle avait déjà été licenciée, mais je me suis assuré que chaque grand PDG de l'hôtellerie de la ville sache qu'elle avait violé de manière flagrante un accord de non-divulgation d'entreprise strict. Sa carrière dans l'industrie hôtelière était complètement, définitivement terminée. Elle aurait de la chance de gérer une franchise de restauration rapide. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai commencé à recevoir des cadeaux désespérés et pathétiques à mon bureau d'entreprise. Un bouquet massif et ostentatoire de fleurs exotiques coûteuses de ma mère avec une carte qui disait « Notre belle famille nous manque ». Guérisson. Une lettre formelle manuscrite de mon père disant qu'il était incroyablement fier de ma ténacité commerciale impitoyable et de mon sens financier. Je les ai tous jetés directement à la poubelle sans la moindre hésitation. Il ne s'excusait pas pour les années de négligence émotionnelle brutale. Il ne s'excusait pas pour les dîners de Thanksgiving cruels, le dénigrement constant, ou le manque total de soutien. Il s'excusait auprès du PDG d'Obsidian Hospitality Group. Ils avaient enfin réalisé qu'ils avaient brutalement tué la poule aux œufs d'or, et ils voulaient désespérément et avidement revenir sur la liste de gratuité VIP. J'ai bloqué tous leurs numéros de téléphone. J'ai bloqué leurs adresses e-mail. Je les ai bloqués sur toutes les plateformes. Je ne les ai pas bloqués par colère ou par dépit persistant. Je les ai bloqués parce que j'ai finalement réalisé que je n'avais plus besoin de leur validation. J'avais passé toute ma vie d'adulte à me tuer à la tâche, à travailler 80 heures par semaine pour essayer de prouver que je n'étais pas un échec à un groupe de personnes qui n'auraient pas applaudi mon succès à moins que je ne les paie directement pour le faire. 8 mois plus tard, je me suis retrouvé au cœur vibrant de Tokyo. J'étais là pour la cérémonie officielle de pose de la première pierre de notre nouvelle propriété la plus ambitieuse à ce jour,
un hôtel ultra luxueux et imposant au centre de Shinjuku. Je me tenais dans un salon VIP privé et exclusif au dernier étage d'un gratte-ciel voisin, regardant la mer infinie et tentaculaire de néon qui s'étendait jusqu'à l'horizon comme un océan numérique. À côté de moi se tenait Preston, un investisseur immobilier milliardaire autodidacte qui venait de signer un contrat massif pour soutenir financièrement le projet de Tokyo. C'était un homme impitoyable et brillant qui avait coupé les ponts avec ses propres parents toxiques des années auparavant, et il me respectait parce que j'opérais exactement sur la même longueur d'onde. À l'indépendance complète, a dit Preston, en levant son lourd verre en cristal. J'ai souri, un sourire authentique et profondément détendu, et j'ai trinqué avec lui. J'ai baissé les yeux sur le liquide doré. Le serveur nous avait apporté la bouteille que nous avions spécifiquement demandée, un Krug 2008 impeccable. J'ai levé la flûte en cristal vers la lumière des néons qui filtraient à travers l'immense fenêtre. Les minuscules bulles dansaient dans le verre, dorées, parfaites, et incroyablement chères. J'ai pensé à ma famille pour la première fois depuis des mois. Ils étaient probablement de retour dans leur salon de banlieue exigu en ce moment même. Mon père se plaignait probablement de la hausse du coût des courses et de son fonds de retraite stagnant. Ma mère se plaignait probablement des voisins. Et Declan et Fiona étaient probablement toujours coincés dans le même cycle toxique et stagnant qu'ils avaient toujours connu, se disputant pour savoir qui était l'enfant préféré. Je savais par les bruits de couloir de l'entreprise qu'ils se plaignaient encore constamment de moi à quiconque voulait bien les écouter. Ils m'appelaient encore le fils impitoyable et sans cœur qui a ruiné l'héritage familial. Ils envoyaient encore des emails sympathiques et suppliants au compte d'entreprise de Nadia, implorant une réunion pour clarifier les choses et discuter de l'avenir financier. Mais ici, à des milliers de kilomètres, l'air était déjà parfaitement clair. J'ai réalisé, dans ce moment calme et magnifique, que le poids mort n'avait jamais été moi. Ça n'avait jamais été moi. Le vrai poids mort était l'encre massive et étouffante de leurs attentes irréalistes. C'était la lourde chaîne de leur jugement constant et de leurs droits financiers sans fond que j'avais traîné autour de mon cou pendant 8 longues années. Je les avais laissés définir toute ma valeur personnelle sur la base d'une inondation qui s'est produite quand j'avais 22 ans. J'ai pris une gorgée lente et savoureuse du champagne millésimé. Il n'avait plus le goût de la vengeance. Il avait exactement le goût de la liberté absolue. J'avais réussi à bâtir un immense empire, non pas pour leur prouver qu'ils avaient tort, mais pour me prouver à moi-même que j'étais tout à fait capable de grandeur. J'avais établi une frontière de fer qu'aucune quantité de chantage affectif, de larmes ou de liens biologiques ne pourrait jamais plus franchir. Mon but dans la vie n'était plus de chercher l'approbation de personnes qui manquaient fondamentalement de la capacité de m'aimer pour qui j'étais. Mon but était de continuer à construire, à continuer de grandir, et de m'entourer de gens qui respectaient le travail acharné, pas seulement la main tendue. On dit toujours qu'on ne choisit pas sa famille. Et c'est peut-être vrai au sens biologique, mais on peut absolument, sans équivoque, choisir si oui ou non on va payer pour leurs vacances de luxe. On peut choisir de leur permettre ou non une place à la table que l'on a construite de ses propres mains, avec sa propre sueur, et ses propres larmes. Pensez-vous que j'ai été trop dur avec mes parents et mes frères et sœurs, ou est-ce que cette facture de 42 000 $ était exactement le retour à la réalité qu'ils méritaient désespérément pour leur comportement cruel ?